Cette semaine, on se demande pourquoi les jeunes haïssent les majuscules puis leur ponctuation. On s'intéresse à la nouvelle politique de déneigement de la Ville de Montréal. Puis on accueille Marie-Ève Martel, une de nos pigistes qui a rencontré un ancien escroc repenti de la Côte d'Ivoire pour jaser de son passé criminel. Bienvenue au Balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Flo, puis j'écris avec des majuscules, mais pas de points. Je me demande si ça fait de moi une demi-adulte. Probablement. Une demi-cool. Demi-cool, demi-jeune et cool. Demi-Gen Z. Moi, c'est Gab et hier, j'ai dû appeler ma blonde pour qu'elle vienne me chercher en char parce que j'étais pognée dans le Vieux-Port avec ma fille de 3 ans et notre traîneau. Typique. SOS. Gab, cette semaine, j'avais envie de m'intéresser à une mode que j'ai déjà adoptée, mais que j'ai abandonnée quand j'ai commencé à me sentir adulte. Écrire sans majuscule ni ponctuation. Tu sais que je fais ça, hein? Oui. En fait, tu sais, on sait que... Je sais. Oui. Là, ça peut avoir l'air anodin, la façon dont on écrit, mais selon un article du Guardian et ma source préférée, TikTok, ça en dit pas mal plus sur nous que ce qu'on pense. Depuis quoi? 2013-2014, genre, on a décidé, on dirait collectivement, qu'écrire en minuscules et oublier que les virgules puis les points, ça existe, c'était juste plus cool. Écrire de façon grammaticalement correcte, c'est un peu une affaire réservée aux milléniaux ou à nos textos à nos parents ou nos courriels de job ou nos textos à nos patrons. Ouais. Les minuscules, on en serait fan parce que ce serait pas juste plus beau visuellement, mais ce serait aussi plus rapide, mais surtout, ce serait plus relax. Beaucoup ont l'impression que quand ils sortent les lettres majuscules, ils sonnent plus formels, autoritaires, même fâchés. Ah, moi, c'est 100% mon cas. Mhm. Si je reçois un texto majuscule point, là, j'angoisse. Oui, oui. Le point surtout, hein. Oui, oui, si je suis comme cette personne est en colère. Ouais. Ouais. Tellement que la Gen Z préfère se donner le trouble de cliquer sur Caps Lock pour toutes les occasions où elle veut mettre une lettre en majuscule plutôt que de retourner dans ses réglages pour réactiver l'option capitalisation automatique. Intéressant. Écrire en minuscule, c'est aussi un marqueur culturel. Il y a beaucoup d'artistes qui connaissent assez bien leur audience, qui se sont dit « Ma génération s'exprime en minuscule au quotidien, fait que pourquoi pas créer en minuscule? » Je pense à Billie Eilish, qui met pas de majuscule à plusieurs de ses titres de chansons, ou Charli XCX avec son album « Brat » écrit en minuscule, qu'on a vu littéralement partout dans la dernière année. Puis là, ça s'arrête pas là. Il y a des marques, genre de vêtements ou de produits de soins personnels qui ont décidé d'écrire leur nom en minuscules. Il y a des playlists Spotify aussi qui boudent les majuscules pour se donner un look plus jeune et cool, genre Chill Beats ou genre Teen Beats. Oui, je l'ai vu passer. Bref, ce genre de subtilité-là, dans la façon dont on communique en ligne, ce serait une façon de montrer à quelle génération on appartient puis c'est quoi notre ton. Puis c'est ça, toi, Gab, je sais que tu écris en minuscules, mais pourtant, tu es une millénariale. 100%. Est-ce que c'est pour te donner un look plus jeune en ligne? Je pense que ça fit avec ma personnalité aussi, l'absence de ponctuation. C'est plus mystérieux et pince sans rire, peut-être. Ouais. C'est toujours un peu flou. Plusieurs personnes m'ont déjà dit que mes textos étaient parfois cryptiques. Je trouve que j'adore. Faut décoder. Je changerai pas ça. Mais oui, puis j'ai lu en ligne aussi qu'il y en a qui trouvent que c'est une affaire de filles d'écrire en lettres minuscules. 100%. Et que il y a même des filles qui sont genre sur TikTok. En tout cas, si vous commencez à dater un gars puis qu'il vous texte en minuscule, sachez qu'il sera jamais le provider dans votre relation. J'étais genre, je pense que ça fait genre sub ou que ça fait pas assez homme, genre? Ils pensent que ça fait pas masculin puis que ça fait que c'est un peu c'est un peu soft. Ah ouais, ben c'est vrai que c'est soft. Puis c'est vrai que c'est peut-être féminin. C'est soft, c'est féminin, puis c'est peut-être aussi il y a des millénariales puis des gens de la génération X en ligne aussi qui disent que c'est déprimant d'écrire en minuscule puis qui ont l'impression que quand les jeunes les textent juste en minuscule puis qu'ils savent pas c'est quoi le début puis la fin de la phrase, ils sont comme « T'as l'air tellement blasé », tu sais. Oui, mais je pense que c'est en lien avec la génération texto, cette affaire-là. Ouais. C'est qu'on texte, ça va vite, on n'a pas vraiment le temps ou l'envie de se mettre à composer des phrases avec des points, on veut juste sortir l'idée, tu sais. Puis après, plein d'idées pêle-mêle ensemble. Oui. Ben oui, c'est vrai. Puis vu qu'on communique énormément en ligne, on compense pour le volume avec la vitesse. Oui, c'est ça. Fait que là, pour prendre la vitesse, pour sauver du temps. On skip des étapes. Puis aussi, on envoie beaucoup de petits messages avec pas de majuscule, pas de point. Oui, parce que oui, majuscule, point, pour moi, c'est extrême là, de faire ça. Là. Oui, c'est très extrême. C'est sec, c'est sérieux, puis ça fait « je suis fâchée ». Moi, si une amie m'envoie « oui, point », ça ne va pas. Je l'appelle. Ben, ouais, moi, j'ai seté mon téléphone pour toujours écrire en minuscule. Ouais, c'est ça, t'as enlevé l'option. J'ai fait le set. Ouais. Ouais. Il y en a que ça gosse beaucoup. Mais là, ça, c'est pas une nouvelle affaire parce que une des premières à faire ça, ça a été l'activiste et autrice Bellux, qui écrit son nom B-E-L-L-H-O-O-K-S, tout en minuscule. Oui. Pourquoi? Hein? Ben là, il paraît qu'elle, au départ, c'était parce qu'elle voulait mettre l'emphase sur ses idées et non sur sa personne. Fait que c'est un peu une affaire, genre, pour pas être dans l'ego. Après ça, je pense pas que les jeunes de notre génération se sont nécessairement inspirés directement de Bellux. Pas du tout.
Mais je trouvais ça quand même intéressant de savoir. Puis c'est ça, genre, je sais pas si toi, tu adaptes ton style d'écriture selon la personne à qui tu t'adresses. Et 100%, je suis vraiment psychopathe avec ça. Est-ce que tes courriels, tu les écris avec des majuscules, des points, puis genre un bonjour, puis bonne journée à la fin, Gabriel? Oui, je fais ça, mais je suis pas non plus la plus... tu sais, il y a des gens qui sont tellement bons courriels, on dirait, là, ils envoient des courriels, ils sont comme « Salut, j'espère que tu vas bien, petite blague sur la tempête. » Comme moi, je suis plus genre « Salut, voici l'info, au revoir. » Ben moi, j'adore ça. Moi, je trouve que le moins de flafla possible, le mieux. Ouais. Voici l'information, c'est tout. C'est parce qu'à la quantité de courriels qu'on envoie dans une journée, c'est ça, c'est vraiment une question de volume, je pense, puis d'efficacité. Bien, c'est intéressant, puis il y a d'autres artistes, hein, mais c'est souvent des gens que j'ai vus, des personnes militantes ou des personnes engagées qui vont utiliser la minuscule aussi dans la présentation de leur nom. Je me demande pourquoi, même si là, on sait que Bell Hooks était la première. Là. Je réfléchis à haute voix. Non, ben, je sais pas, je pense que on sait que ça rejoint plus les jeunes. Fait que les artistes qui s'adressent peut-être à des crowds plus jeunes sont comme, on se comprend, nous. Mais j'aime ça l'affaire de l'ego, mais en même temps, je sais plus si c'est ça fonctionne plus. Je pense pas que ce soit ça. Ouais, mais c'est drôle parce que techniquement, écrire sans majuscule, puis sans point, sans virgule, des fois même sans accent, c'est des fautes d'orthographe. Puis en général, j'ai l'impression qu'on juge beaucoup les gens qui font des fautes d'orthographe. Il y a beaucoup de personnes aussi sur les applications de dating qui disent, en tout cas, moi, si quelqu'un me texte et qui fait des fautes, genre, je te cancelle ça tout de suite, là. C'est un peu classiste. Ben, c'est vraiment élitiste. Mais oui, c'est élitiste. On dirait que les minuscules, écrire comme ça, c'est comme l'exception à la règle. Oui, c'est vrai que ça, c'est accepté. Ouais. Mais c'est pas accepté de faire des fautes d'orthographe quand tout le monde n'a pas les mêmes forces en français. J'ai déjà été cette personne, moi, qui disait que quelqu'un qui faisait des fautes, ça marchait pas pour moi. Puis finalement, c'est plus ça ma réalité parce que j'ai cheminé. Ben oui, mais moi aussi, je me rappelle très bien avoir déjà dit ça, puis aujourd'hui, trouver ça un petit peu ridicule. Ouais. Surtout que je fais beaucoup plus de fautes qu'avant. Genre... Mais moi, j'ai l'autocorrect. Ah ouais? Ouais? Tu peux avoir autocorrect, mais l'option capital... Ah ouais! The more you know. On va finir là-dessus. Incroyable! Et moi, je t'amène ailleurs. Vas-y. Ben, tu m'amènes ailleurs, mais très dans cette semaine. Je t'amène ailleurs, mais en dehors de la fenêtre, mettons. Oui, oui. Avec toute la neige qui nous est tombée sur la tomate la semaine dernière, soit près de 74 cm en moins de 4 jours, un record depuis 125 ans. C'est un peu crazy. Je t'annonce qu'une nouvelle affaire est sexiste sans que tu le saches et j'ai nommé le déneigement. Oui, la neige ne discrimine personne, mais le déneigement, lui, oui. Je te niaise pas, les femmes, les enfants et les personnes âgées ou à mobilité réduite sont souvent pénalisées par les stratégies de déneigement des villes. C'est pas une discrimination consciente, c'est plus que la majorité des personnes qui prennent les décisions d'aménagement urbain et de gestion du déneigement sont des hommes. À la Ville de Montréal, par contre, je vais dire c'est une femme qui est à la tête du déneigement. Mais inconsciemment, ces gens-là prennent des décisions en fonction de leurs priorités et de leur réalité. Faut dire que les hommes et les femmes circulent pas de la même manière en ville. Au Canada, les femmes font généralement plus de déplacements à pied ou en transport en commun que les hommes. Elles vont aussi avoir tendance à travailler plus près de leur domicile et à faire plus de déplacements sur de courtes distances, principalement pour des activités liées aux soins, aux enfants et aux commissions. La vie familiale, quoi. La vie familiale, fait qu'il y a un petit stop à l'épicerie, un petit stop à la garderie, un petit stop au travail. Ouais. Parce que oui, au Canada, les femmes consacrent encore 1 heure de plus par jour que les hommes aux tâches non rémunérées, y compris le transport des enfants vers leurs activités comme l'école, les cours de soccer ou les rendez-vous médicaux. Et là, on en revient au déneigement. Dans la plupart des villes, on déneige d'abord les artères principales, puis les rues résidentielles et les trottoirs en dernier. Ça veut dire que de se rendre au bureau via une grande rue, c'est plus facile que de se rendre à pied à la garderie. Tu vas probablement me demander, mais Gab, comment ça se passe ici à Montréal? Bien, en avril 2024, donc il y a moins d'1 an, il y a une nouvelle politique de déneigement qui a uniformisé et centralisé les stratégies de déneigement sur l'île parce qu'avant, c'était un petit peu pêle-mêle, puis il y avait des spécificités par arrondissement. La priorité est maintenant accordée au déneigement des trottoirs pour les rendre sécuritaires à la circulation. Yo, mais pas cette semaine, là? Pas cette semaine. Mais cette semaine. Dans le fond, là, comment ça fonctionne? C'est que quand tu déneiges une artère principale comme une rue, tu dois obligatoirement maintenant déneiger aussi les trottoirs adjacents à cette rue. Avant, c'était pas le cas. Pourtant, la priorité de déneigement reste aux grandes artères et aux rues commerciales, niveau 1, avant les rues locales, niveau 3, résidentielles. On déneige les trottoirs en même temps que les rues, mais on met l'accent sur les rues commerciales, par exemple, avant les rues résidentielles. C'est le premier hiver avec cette nouvelle méthode, donc les résultats restent à voir. Il n'y a pas de statistiques encore qui sont disponibles. Puis, on est dans une situation exceptionnelle en ce moment, c'est sûr, mais je me demande à quel point la nouvelle stratégie de la ville avantage réellement les personnes qui font la majorité de leurs déplacements à pied. Surtout que, genre, j'ai l'impression qu'on veut vraiment encourager ça, le transport actif, le fait de faire des courts déplacements, de vivre dans son quartier, tu sais, c'est un mode de vie comme plus durable. Après ça, là, tu choisis pas si tu as un job au centre-ville, il faut bien que tu te rendes. Là. Oui, oui. Mais
Bien, il y avait plusieurs critiques qui ont été émises par les oppositions à la municipalité là, qui disaient qu'en fait, ces stratégies-là pourraient nuire au transport en commun puis au déplacement actif parce que, en plus, en tout cas, dans toutes les nouvelles mesures, là, il y a cette affaire-là des trottoirs, mais il y a aussi eu un délai plus long qui a été accordé. Donc, on est passé de 3,1 à 4,3 jours pour effectuer les opérations de déneigement. Puis c'est quand même long. La taille là, des opérations de déneigement a élargi par secteur. En tout cas, c'est un peu complexe, là, mais tout ça pour dire que ça se peut que toutes ces opérations-là prennent plus de temps qu'avant à être vues. Donc, il y a l'opposition à la ville qui disait que ça pourrait encourager les gens à s'acheter plus de VUS ou de véhicules à 4 roues motrices parce qu'ils vont être pognés dans des bancs de neige parce que, mettons, moi, sur ma rue résidentielle, c'est pas déneigé. Si je veux sortir de là, j'ai de la misère parce que personne n'a déneigé. Ta petite Yaris dans le banc de neige cette semaine, ça roche, là. Ça le fait pas du tout. Mais si j'ai un gros VUS, je vais sortir beaucoup plus facilement. Ça encourage les gens, ça. Mettons, si ça prend 4 jours déneiger ma rue, c'est sûr que j'allais passer à m'acheter un plus gros véhicule. Oui. Ben oui. Surtout, j'ai l'impression qu'on va avoir de plus en plus d'événements climatiques un peu extrêmes comme cette tempête-là. Fait que des situations comme ça, il va en avoir de plus en plus, je pense. Ben oui, puis là, on peut se questionner à savoir si ça serait pertinent, mettons, que la ville repense. Tu sais, si on veut vraiment encourager le transport actif, diminuer l'utilisation de la voiture, peut-être qu'il faudrait déneiger les rues résidentielles en premier, puis les artères commerciales après. Tu sais, ça, c'est quand même des priorités qui sont... On peut penser que c'est des priorités qui sont évidentes, mais elles sont évidentes pour quelles raisons? Pourquoi on choisit de déneiger les magasins puis les boulevards avant les rues résidentielles où des personnes âgées, par exemple, pourraient marcher puis se péter la margoulette? Ah oui. En tout cas, sur ma rue, c'est sûr qu'il y a une personne âgée qui décède par jour oui. avant comment c'est déneigé. Moi, j'ai une personne proche de moi qui est à mobilité réduite puis elle est cloîtrée chez elle depuis des jours. Là, genre, c'est impossible de sortir, littéralement. En fauteuil roulant, mettons, tu peux pas. Non, tu peux pas. Fait qu'en tout cas, c'est vraiment un casse-tête. Mais là, on remercie les quelques déneigeurs qui sont sûrement à l'écoute. Puis c'est pas pour critiquer leur travail, c'est juste que c'est tellement complexe comme situation, mais on a l'impression peut-être que c'est souvent les mêmes personnes qui écopent dans ces situations-là. Ben oui, puis ça fait quand même longtemps, là, mais en 2011, il y avait une ville en Suède, une petite ville, qui avait fait une étude sur l'impact du déneigement ou de leur choix de déneigement sur la population, puis qui avait remarqué que, bien évidemment, les femmes se blessaient davantage dans les situations hivernales, les piétons étaient désavantagés, donc tout ça. Puis il avait mis en place une politique de déneigement dite égalitaire qui déneigeait en priorité les rues résidentielles, les zones scolaires, bref, toutes les zones qui habituellement sont déneigées en dernier avaient comme renversé un peu la patente. Puis ça avait porté fruit. Puis Stockholm a emboîté le pas en 2015. Puis ça, c'est quand même intéressant de noter que cette politique de déneigement dite égalitaire avait énormément fait rire. Ah ouais? À l'époque. Oui, les gens étaient beaucoup moqués de ça. Depuis quand, pourquoi le déneigement est sexiste? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais finalement, c'était plus de mettre en lumière le fait que certaines personnes étaient avantagées par le déneigement plutôt que d'autres. Puis pour vrai, là, genre... Moi, je possède une voiture et j'aime, des fois, on dirait j'aime qu'on me décourage d'avoir une voiture. Oui, ça décourage. Je pense que je suis rendue là, puis que je commence à me questionner, genre, comme une auto, est-ce que c'est une option que je peux envisager? Quel genre de petit luxe dont je peux me passer? Genre, puis j'haïs pogner un ticket, mais à chaque fois que je pogne un ticket, je me dis, ben Florence, t'as fait ton choix. T'as fait un choix, puis comme si tu veux être conséquente avec tes valeurs puis tes convictions, la voiture, ça fait vraiment peu de sens sur le plan économique et environnemental. Fait que bref. Mais comme une auto, là, je me demandais, moi, cette semaine, là, ça n'a pas rapport du tout, mais je suis comme, y a-tu quelqu'un qui passe dans les rues pour déneiger des communautés à main? Genre, y a-tu un responsable comme... Qu'est-ce qu'ils font mais ça, c'est vraiment intéressant. Les communautés, pendant les périodes de tempête comme ça, où il y a énormément de neige, elles sont gratuites. C'est pour encourager les gens... Communauté, c'est du génie, pour vrai. C'est pour encourager les gens à... dépogner les voitures du banc de neige. Comme ça, tu as comme un incitatif financier, vu que c'est gratuit, fait que tu te donnes un peu de trouble, mais tu as une voiture gratuite, puis Communauto n'a pas besoin d'envoyer ses employés déneiger les voitures. En tout cas, je pense, là, moi, je suis pas abonnée, mais c'est ce que j'ai entendu dire. Ben, c'est vraiment une bonne idée. C'est du génie. Je trouve que c'est vraiment du génie. J'adore. On conclut là-dessus ou quoi? Ben oui, je pense qu'on accueille une de nos collègues pour parler de son dernier reportage. Oui, cette semaine, on a invité une de nos pigistes qui s'est intéressée à la fraude amoureuse. Oui, puis c'est vraiment une folle histoire. Marie-Ève est avec nous. Salut! Hello! Fait que Marie-Ève s'installe, puis elle va nous jaser de la rencontre qu'elle a faite avec un ancien fraudeur qui séduisait ses victimes en ligne pour leur soutirer de l'argent. Tiens, Marie-Ève, approche ton petit micro, là, j'ai peur qu'on t'entende pas. C'est bon. Wouh! Gros dossier. Puis là, habituellement, on commence par demander aux gens c'est quoi leur histoire. Puis si tu peux nous expliquer un peu comment tu as trouvé ce fraudeur-là en ligne qui a voulu
parler? Oui, bien en fait, c'est Karine, la Québécoise, qui a parlé avec le brouteur, qui l'a un peu convaincue d'arrêter de faire ça. Je la connaissais pour un autre reportage. Et puis c'est elle qui m'a approchée en me disant « T'aimerais-tu ça parler avec ce gars-là? » Fait que j'ai dit, ben oui, parce que souvent, quand on parle de fraude amoureuse sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup des victimes. C'est rare qu'on a le point de vue de la personne qui fait la fraude puis qui explique comment ça se passe. Fait que c'est ça, puis c'est intéressant parce que ça fait déjà 5 ans qu'ils se parlent. Ils sont devenus des bons amis, puis même que je pense que Alvin est un petit peu amoureux de Karine. Donc, c'est l'arnaqueur qui tombe amoureux. Mais là, peux-tu nous expliquer, Karine, dans le fond, comment est entrée en contact avec Alvin? Alvin, c'est le fraudeur en passant. C'est ça. Alvin, Karine, c'est une Québécoise. Ouais, c'est ça, Karine. C'est ça. Ben, Karine, à un moment donné, sur Facebook, elle a reçu une invitation d'un beau monsieur. Là, un classique. C'est souvent des chirurgiens ou des militaires. Ils habitent à Marseille ou à Alger, puis ils ont l'air d'avoir plein d'argent. Et elle s'est dit tout de suite, OK, ben non, mais il est vraiment au-delà de ma ligne. Elle était convaincue en partant que c'était une fraude. Puis effectivement, c'était Alvin qui se faisait passer pour quelqu'un d'autre là, pour essayer d'avoir de l'argent. Fait que, là, il parle un peu, puis elle a décidé de le tester. Puis à un moment donné, il a demandé, ben envoie-moi une photo de toi avec le doigt dans le nez. T'sais. Les brouteurs en Afrique, ce qu'ils font, ce qui est particulier, c'est qu'ils vont aller chercher des photos de personnes qui existent vraiment, puis souvent des personnes qui mettent des vidéos d'elles sur Internet, puis ils vont découper la vidéo en petites séquences comme ça. Si, par exemple, tu parles avec quelqu'un, puis il dit, ben envoie-moi une vidéo de toi qui te met la main dans les cheveux, tu es capable d'aller l'envoyer tout de suite, comme si tu venais de te filmer en te mettant la main dans les cheveux. Fait que là, ben, le doigt dans le nez, ça n'existait pas. Fait que Karine, elle a un peu déculotté Alvin, et là, ben, finalement, il a décidé de jouer la game, puis il a montré son vrai visage, donc une vraie photo de lui avec le doigt dans le nez, puis c'est comme ça qu'ils ont commencé à jaser là, sous sa vraie identité. Puis là, il a fait comprendre aussi qu'au Québec, oui, on est peut-être plus riche qu'en Côte d'Ivoire, mais c'est pas parce que quelqu'un t'envoie des milliers de dollars qu'il y en a beaucoup encore à donner. Hein. Ici, il y a des gens qui ont tout perdu à cause de ces fraudes-là. Là. Souvent, c'est des personnes vulnérables, dans le sens des personnes qui sont à l'abri de ça, puis t'es pas cave, là, mais dans le sens, c'est des personnes qui ont peut-être des fragilités qui tombent là-dedans des fois. Des gens qui ont besoin d'être aimés, qui sont seuls, qui comprennent pas nécessairement comment ça se fonctionne non plus sur Internet. Si on pense à la Française qui s'appelle Anne, là, qui pensait être tombée en amour avec Brad Pitt le mois passé. Oui, cette histoire est délicieuse. J'adore. Brad Pitt, moi, je suis pas sûre que s'il a besoin de rencontrer quelqu'un qui va être sur Facebook Rencontre. Moi non plus. Fait que là, tu veux-tu nous expliquer, en gros, c'était quoi la gig de Alvin? Comment il faisait son argent? Oui. Ben dans le fond, Alvin, tu sais, bon, il est en Côte d'Ivoire, il vient d'une famille nombreuse, qui n'a pas de moyens. Fait que c'est sûr que lui, il n'avait pas d'argent, il n'y a pas de qualité de vie. Puis là-bas, tu sais, t'es personne si t'es pas riche. Donc, la culture est faite de même. Donc, lui, à un moment donné, il s'est rendu compte d'y aller au collège, là, l'équivalent, mettons, du cégep puis de l'université ici. Et il y avait des gars dans ses classes, ils se promenaient tout le temps ensemble, il y avait toujours des beaux vêtements, tu sais, tout le temps chill. Fait qu'à un moment donné, il est allé les voir, puis il leur a demandé, tu sais, comment vous faites votre argent? Moi, ça m'intéresse. Fait que, tu viens-toi chez nous. Puis ces gars-là, ils habitent tous ensemble dans la même maison. Puis quand il est rentré, ben c'est ça. C'est comme le salon, c'était que des ordinateurs accordés les uns après les autres. Puis là, ben, il les a vus. Tu sais, il y en a un qui se faisait passer pour une belle femme blanche. Puis là, ben, elle chattait avec quelqu'un. Puis elle dit, ben moi, ma caméra marche pas, ça me prendrait 300 $ pour la faire réparer. Puis le monsieur à qui il parlait, il a envoyé 300 $ direct là comme ça. Tu sais, là, c'est de la pas facile, c'est le gain. Fait qu'il a commencé tranquillement à s'insérer là-dedans, puis lui aussi à se faire passer pour quelqu'un d'autre pour aller chercher de l'argent. Puis là, ben c'est ça, il y a tout le réseau autour de ça, parce que, tu sais, ça marche pas si t'es tout seul, hein, tu sais. Faut que tu aies quelqu'un qui va faire les photos, tu sais, par exemple. C'est un travail d'équipe, là. Oui, tu as l'infographiste qui va modifier les photos, par exemple. C'est une photo avec un papier, bien là, tu peux écrire ce que tu veux sur le papier pour faire croire à la personne que c'est toi, là, tu sais. Après ça, ben là, il y a les gens, tu sais, quand t'envoies de l'argent par Western Union puis MoneyGram. Ça, c'est drôle, hein, parce que j'ai l'impression que ces systèmes-là, ils existent juste pour les fraudeurs. Je connais pas personne qui a utilisé Western Union puis MoneyGram pour des raisons légitimes, là. Ouais. Mais bref, tu sais, la personne au bureau de poste qui reçoit le virement, elle se garde une petite cote. Après ça, ben elle donne le reste. On les appelle les buralistes. Après ça, elle donne ça au brouteur, mais le brouteur doit payer son infographiste. Puis là, ben il y a aussi les autorités, certains policiers qui, en échange de leur silence, vont garder une cote. Fait que, tu sais, il en reste pas tant que ça dans les poches de la personne, après ça, qui chatte. C'est pour ça qu'ils en font beaucoup. Ouais. Puis là, Alvin, lui, il faisait combien d'argent avec ça? Bien, lui, il en a pas fait si longtemps que ça. Il dit qu'il a fait à peu près 30 000, 25-30 000, là, avec une quinzaine de victimes. Fait que, c'est quand même à peu près 2 000 $ par personne. Puis ça a été sur à peu près 3 ans. Mais lui, il dit qu'il connaît des gens
qui ont fait à peu près 100 000 $ par mois. Donc, tu sais, ça, Avec c'est la vraiment... fraude amoureuse. C'est un travail à temps plein, puis tu sais, c'est beaucoup de gens. Puis, tu sais, c'est sûr qu'une victime, ça va peut-être avoir 200-300 $ avant qu'elle se rende compte que c'est une fraude, mais il y en a d'autres qui vont donner des dizaines de milliers de dollars. Tu sais, si on repart à la fameuse Anne qui pensait être avec Brad Pitt, elle a donné 800 000 €. Ça, c'est plus qu'1 million de dollars canadiens. Salut, là. Mon Dieu, mon Dieu. Ma chère Anne, c'est très Brad Pitt triste. n'a pas besoin de 800 000 €. Ben non, tu sais. Mais moi, ce qui m'a surpris aussi dans ton reportage, là, c'est le fait que Alvin disait qu'il envoyait beaucoup de cet argent-là à sa famille. Ouais, ben c'est ça. Lui, il faisait ça pour aider sa mère et ses sœurs. Sa mère était malade. Fait que, tu sais, lui, il m'a parlé puis il me disait, tu sais, là, c'est sûr, c'est facile, 5 ans plus tard, de dire avoir su, j'aurais pas fait ça. Mais, tu sais, lui, il faisait ça pour soutenir sa famille en premier. Puis, il n'a jamais eu un mode de vie très, très ostentatoire, là. Puis là, ben c'est ça. Tu sais, là, il essaie de gagner sa vie comme musicien. Son rêve, ça serait d'avoir son petit studio, tu sais. Puis là-bas, tu sais, le coût de la vie ici, c'est à peu près 5 000 $ que ça coûterait avoir son studio là-bas, tu sais. Puis, il aimerait donc bien ça rencontrer Corneille, parce que c'est Corneille qui a donné le goût de la musique, tu sais. Fait qu'il y a quand même des liens. Puis, ce que je trouve intéressant aussi du récit d'Alvin, c'est qu'il veut pas venir habiter au Canada. Il voudrait venir visiter au Canada. Il voudrait surtout rencontrer Corneille, mais lui, il voudrait venir faire de l'argent ici pour, après ça, ramener là-bas puis aider sa famille puis ses proches. C'est pas quelqu'un qui veut immigrer ici pour fuir quoi que ce soit. Il dit qu'il est heureux là-bas, tu sais. Puis là, il fait quoi comme travail maintenant? Ben là, c'est ça. Il travaille comme DJ, il fait de la musique. OK, il gagne sa vie avec ça. Oui, c'est sûr que, tu sais, il est pas millionnaire, là, mais il gagne sa vie comme ça, puis il fait des arrangements, puis il veut vraiment vivre de la musique. Donc, c'est intéressant de voir qu'il s'est repris sa vie en main, puis il essaye de trouver des façons de gagner sa vie de façon honnête. Puis là, ben, Karine est encore en contact avec lui, puis elle y explique, elle lui donne des idées, puis elle l'aide à se faire une tête sur comment elle pourrait. Puis c'est le défi qu'elle me disait, c'est ça, c'est que, il veut dire, il n'y a pas les moyens qu'on a ici, là, tu sais, d'avoir un ordinateur avec une connexion Internet, puis tu sais, on se fait un plan d'affaires. Ben lui, tu sais, c'est comme, on parle avec lui, il est sur son cellulaire, la caméra avant de son téléphone est vraiment brisée, il faut qu'il tourne son téléphone pour nous parler. Fait que c'est... tu sais, ils n'ont pas beaucoup de moyens, là. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile. Ben sérieux, allez lire ça, c'est vraiment fou comme histoire. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis ben merci Marie-Ève. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été là. Là. Et pendant ce temps-là, ben on te laisse nous quitter. C'est le moment où on kick out nos invités. Ouais, toujours un peu malaisant. Ouais. Mais c'est drôle. Vas-y, veux-tu présenter ton contenu enregistré? Ah, Gab, oui, je suis contente de mon contenu enregistré cette semaine. Tu connais ma passion pour la page Instagram de Geneviève Guilbeault. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. Ça faisait longtemps, mais pour elle? Elle va très bien. Elle va tellement bien. Il faut que vous ayez voir ça. Là. Elle nous offre des reels incroyables où on la voit courir d'une rencontre à l'autre dans le Parlement, visiter des chantiers, serrer des mains, rigoler. En tout cas, elle arrête vraiment pas. Ah, elle est occupée, oui. Et les trames sonores qui sont choisies pour accompagner ces images-là sont incroyables. Je te laisse écouter la dernière. C'est un bijou. Pardon, c'est fort. Arrête! Ouais. Je m'en remets pas. Geneviève Guilbeault en meeting. Et là, elle sourit, elle sort des mains. C'est ça. C'est juste ça, son Instagram. Je me demande c'est qui. En plus, c'est clairement pas des chansons qui sont trending, là. Non, hey, c'est des vieilles tunes. Je sais pas ça. qui choisit, si c'est elle ou si c'est la fille en charge de ses réseaux sociaux, mais en tout cas, j'aime tout de ça. Elle brise les codes. Elle brise les codes. J'adore. Bravo à son ou sa gestionnaire de communauté. Oui. Ben moi, je suis vraiment dans le déneigement cette semaine, mais Oui. j'ai juste vu une vidéo TikTok passer, il y en avait de nombreuses cette semaine, Oui. de la tempête de dimanche, puis quelqu'un qui avait écrit « Est-ce que ce serait wrong de commander un sandwich sur Uber Eats en ce moment? » C'est vrai, moi aussi, j'ai vu des mimes de livreurs. Non, mais je me suis demandé, moi, j'étais comme Les héros du quotidien. « Ouais, c'est-tu pas correct? Qu'est-ce qu'on en pense éthiquement? Genre, ça serait-tu méchant de commander un sandwich en pleine tempête de neige? » Je pense que... J'imagine que si t'es un livreur, Ouais. tu peux être indisponible. Dans le sens, Si tu si fais le t'as envie choix. de ne pas travailler pendant une tempête. Je sais pas si tu peux, là. En même temps, ouais, c'est des personnes qui n'ont pas le luxe de Non, c'est ça, télétravailler. de là. dire non, là. Je sais pas, c'est peut-être un manque d'éthique, c'était ma question. Et C'était ça pour À aujourd'hui. méditer. Oui, je pense que c'était tout. Oui. Merci Gab, merci Marie-Ève d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode. Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micro-Mag Urbania. C'était Flo et Gab, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.